Bonjour Jean-Luc Romero, Bonjour. merci d'être l'invité de CNews ce matin, adjoint PS à la mairie de Paris, donc en charge... PS. Apparenté PS, voilà, première précision d'après 4 secondes d'interview, ça commence bien. En charge des droits humains, de l'intégration, de la lutte contre les discriminations, auteur de ce témoignage poignant également, ce livre paru il y a quelques mois maintenant, plus vivant que jamais, comment survivre à l'inacceptable, on en parlera dans un instant, mais d'abord l'actualité, Jean-Luc Romero, en moyenne 260 contaminations quotidiennes à Paris de coronavirus, la situation est grave. Grave, il faut quand même un peu modérer. J'écoutais Pelou hier c'est que voilà, il faut que chacun soit responsable, mais en même temps, il ne faut pas non plus complètement affoler tout le monde. Il y a des gestes barrières à avoir. Il faut que là-dessus, on soit assez responsable. On voit que certains sont un peu réticents. On voit même parfois que des policiers, des conducteurs de train, etc., se font agresser par des usagers. Je crois que ça, c'est tout à fait inacceptable. Portons le masque. À Paris, c'est quasiment sur les deux tiers du territoire. Il faudra peut-être aussi un peu simplifié, c'est évidemment la préfecture qui décide de ça. Parfois un peu compliqué pour les gens de savoir dans quelle rue on peut le mettre et dans quelle rue on ne peut pas le mettre. Donc il faut un peu quand même réfléchir à la simplification. Et puis il y a aussi une vraie question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, on est quand même à un moment où on oblige les gens à mettre des masques pour des raisons épidémiologiques logiques, mais il y a quand même des gens qui ont des revenus extrêmement faibles. Comment on fait aujourd'hui? Parce que ça a quand même un sacré coût. Là, on parle des universités aussi depuis quelques jours où on va l'imposer. Mais vous savez qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans une situation de précarité. Comment ils vont faire pour se payer ces masques? Et je pense que ça, c'est quand même une vraie question aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a une volonté de la mairie de Paris de rendre ces masques gratuits, ne serait-ce que dans la capitale? Non, mais la mairie de Paris a joué son rôle. Vous savez, quand il n'y avait pas de masque, la mairie de Paris, elle était là. Les collectivités locales étaient là, même la région Île-de-France, quasiment toutes les régions et quasiment toutes les villes ont donné leur part. Par contre, les masques de l'État, à part pour les professionnels de santé, je pense quand même que l'État, à un moment, il faut qu'il soit un peu responsable. Vous savez, si vous avez une pathologie de longue durée, vous pouvez avoir 10 ou 15 masques. Il y a quelques semaines, le président de la République, l'État-providence n'a pas vocation à rendre les masques gratuits pour tous, nous rappelait le chef de l'État. Attendez, c'est lui qui impose une obligation. Comment font les plus précaires? Moi, je dis que là, c'est vraiment une question aujourd'hui qu'il faut se poser. Au moment où on voit une généralisation du masque un peu partout, on en parle aussi dans les entreprises, ça ne peut pas être les plus précaires qui peuvent payer ça. C'est un coût très important. Vous parliez du port du masque dans la ville de Paris. Paris qui a déjà modifié sa carte une première fois pour des difficultés de compréhension. Faut-il une bonne fois pour toutes l'imposer dans toute la capitale, ce masque? Écoutez, ça, c'est la préfecture. Mais je pense que c'est vrai qu'il faut y réfléchir. Il faut quand même y réfléchir. Parce qu'évidemment, c'est travailler avec la mairie de Paris. Mais oui, c'est une réflexion à avoir parce que les gens, ils savent plus. Ils sont avec leur masque dans leur poche, où il faut le mettre, où il ne faut pas le mettre. On voit qu'aujourd'hui, quand même, une énorme partie du territoire est couvert. Est-ce qu'il ne faut pas simplifier à partir du moment où on a décidé ça? C'est une vraie question à se poser dans les jours qui viennent. Vous parliez de cette violence et ce masque qui semble être un catalyseur de violence, en tout cas d'incivilité, du moins dans notre société. Avant-hier encore à Brest, un homme a porté plusieurs coups de couteau à un vigile qui refusait l'entrée de l'établissement car il n'était pas masqué. Comment expliquer cette montée de tension dans notre pays, notamment autour de la question de ce port de masque? C'est vrai que c'est jamais facile quand on impose une mesure qui, pour certains, apparaissent liberticides, même si on a la chance de quand même pas avoir les mêmes mouvements qu'il y a aux États-Unis, voire même en Allemagne où il y a eu de grandes manifestations contre le port du masque. Vous savez, c'est pas fait pour embêter les gens. C'est fait tout simplement pour éviter que demain, on ait encore une augmentation des cas. On vit quand même depuis plusieurs mois dans des circonstances qu'on n'a quand même jamais connues, qui sont quand même difficiles pour chacune et chacun d'entre nous. On a beaucoup de personnes qui sont mortes. Plus de 30 000 personnes sont quand même mortes de ce virus. Je crois que voilà, porter un masque, certes, c'est pas drôle, mais enfin, c'est rien si ça peut vraiment empêcher la mort. Et d'ailleurs, c'est une idée qu'il faudra avoir par la suite. Vous savez, quand vous avez 10 à 15 000 personnes qui meurent de la grippe, alors qu'on sait qu'avec des gestes barrières, on pourrait peut-être éviter aussi qu'un certain nombre de nos seniors, on meurt à ces moments-là. Oui, c'est des habitudes qu'il faut prendre. On s'est beaucoup moqué des Asiatiques. Au final, eux qui font ça depuis longtemps, ils avaient quand même assez raison. Sauf que si vous épluchez la presse régionale, ne serait-ce que les derniers jours, on dénombre sur les 3 derniers mois une quarantaine de faits de violence autour du masque. Certaines villes, comme Marseille par exemple, disent ne pas avoir les moyens de faire respecter ce port du masque. Elles en appellent à l'État. C'est ce vers quoi les grandes villes vont tendre désormais pour réussir à faire respecter ces mesures?
Oui, enfin, bon, j'espère quand même qu'on va arriver. Vous savez, il y a certes des cas, mais enfin, la majorité des personnes, regardez, dans les métros, dans les RER en Ile-de-France, la majorité des personnes respectent cette obligation. Alors, ces cas-là, évidemment, sont frappants, mais c'est pas non plus une majorité. Vous savez, on stigmatise, j'entendais aussi sur les jeunes, comme si les jeunes étaient tous irresponsables. C'est pas vrai. Il y a des jeunes qui peuvent être responsables, et puis il y a des vieux qui peuvent l'être aussi. Donc, dans ce domaine, continuons à expliquer qu'on fait pas ça pour embêter les gens. On fait ça pour sauver les vies, pour se sauver soi-même et puis pour sauver les autres. Et puis les jeunes doivent aussi penser que si eux, ils ont des formes asymptomatiques, quand ils vont voir leurs parents, leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents, ils peuvent eh bien peut-être leur refiler et pour eux ce sera beaucoup plus difficile. Et si on leur parle de tout ça, si on les informe un peu mieux, je pense qu'ils vont comprendre. Voilà, ils ont tous du bon sens et ne stigmatisons pas trop les gens aujourd'hui. Si on élargit cette question des violences croissantes dans notre société, parmi les explications, on peut noter peut-être une montée des individualismes, du communautarisme, une archipélisation de notre société. C'est un point de vue que vous partagez ? Écoutez, on dit ça quand même depuis longtemps. Qu'il y ait des violences, bien sûr, qu'il y a un certain nombre de problèmes dans Vous êtes en charge de ces questions pour la ville de Paris. Quel diagnostic vous faites, vous, personnellement ? Moi, je suis en charge des droits humains, de l'intégration et comment dire, de la lutte contre les discriminations. Oui, il y a un certain nombre de violences. Il y a aussi des violences liées à ce que sont les personnes. On a vu ces dernières semaines, on a eu deux importantes agressions homophobes. On a eu une agression 26% d'augmentation des signalements d'agression sur la communauté LGBT. Antisémite. Oui, mais en même temps, il faut se dire une chose, parce que il y a une partie de la population qui s'est extrémisée. Mais c'est une infime partie et qu'il a pu notamment grâce aux réseaux sociaux. Parce qu'il y a 20 ans, quand vous étiez homophobe, raciste ou antisémite, comment vous l'exprimiez ? C'était très compliqué à part faire une lettre anonyme. Aujourd'hui, vous faites un post, vous êtes liké par plein de gens. Mais dans la réalité des choses, il faut quand même le dire. La société française, elle n'est pas plus intolérante qu'il y a 30 ans. Vous savez, moi je suis homosexuel. C'est quand même plus facile d'être homosexuel aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Il faut quand même aussi être un peu clair. La chose aujourd'hui qui est nouvelle et qui est importante, c'est que quand vous vous faites agresser, notamment ou sur des lieux de drague ou comme les récentes agressions qu'on a pu avoir, les gens portent plainte. Donc c'est évidemment plus visible et ça c'est important. Mais c'est vrai qu'il y a une partie de la population qui s'est extrémisée et que là-dessus il faut avoir une fermeté incroyable. Et à Paris on va l'avoir. On va réunir d'ailleurs au mois de septembre un collectif dans lequel il y a la police, il y a la justice et la mairie de Paris pour encore réfléchir à des nouvelles mesures qu'il faut être mises en place. Il y en a plusieurs qui ont été faites ces derniers mois. C'est une vraie préoccupation d'Anne Hidalgo et notamment de Nicolas Norman, notamment avec la nouvelle police municipale. Justement, je voulais y venir. Elle est assez bien formée, cette nouvelle police, pour gérer ce genre d'agression. On est en train de le faire et je ne sais pas si vous avez échappé, mais pendant toute la campagne, que ce soit Anne Hidalgo, que ce soit Nicolas Norman qui est aujourd'hui en charge de ces problèmes, ils ont dit que cette police municipale sera particulièrement formée à la lutte contre les discriminations parce que Paris, nous on veut que ce soit une ville inclusive. Elle est ouverte à tout le monde et chacun doit se sentir bien dans cette ville. Je présentais votre livre il y a quelques minutes, ce livre dans lequel vous racontez le deuil provoqué par la mort brutale de votre mari il y a 2 ans. Vous qui plaidez notamment pour le droit à mourir dignement, vous êtes également défenseur de la dépénalisation des drogues. Pourquoi ? Vous savez, dans ce livre, je raconte la fin difficile de mon époux qui est mort dans ce qu'on appelle le chemsex, c'est-à-dire avoir du sexe avec des drogues. On est aujourd'hui dans un phénomène dont personne ne parle, qui est assez important, une explosion des drogues de synthèse. Vous savez, c'est ces drogues que vous avez extrêmement facilement. Vous prenez votre téléphone portable, vous les commandez. Certains des produits ne sont même pas illégaux. Et aujourd'hui, de plus en plus de personnes s'adonnent à ces produits avec des morts, avec des comas. Et les pouvoirs publics ne disent rien. Je pense que Anne Hidalgo a été la seule qui, dans sa campagne, a dit « Nous, on va travailler sur la question des drogues de synthèse et on va faire une campagne sur le chemsex. » Et moi, je veux interpeller, il se passe quelque chose de très grave, beaucoup d'entre nous ne le savent pas, qui peut être de l'ampleur de ce qu'a été, notamment dans la communauté gay, le sida, c'est cette explosion des drogues de synthèse. Et pourquoi les pouvoirs publics ne parlent pas ? Moi, le ministre de la Santé, je n'ai pas entendu dire un seul mot sur la question des drogues de synthèse. Et sa prédécesseur, qui, dans ce domaine, n'était quand même pas
pas la meilleure non plus. Et vous vous rendez compte quand même, ces produits circulent. Ils circulent librement. Et on voit bien que la politique de pénalisation, elle ne peut plus marcher. Parce que si vous dites, on va interdire, mais comment on interdit des produits que vous achetez sur votre propre téléphone ? Jean-Luc Romero, j'entends votre discours, mais en arriver à la dépénalisation de substances addictives et potentiellement mortelles n'est pas en soi un aveu d'impuissance ? Non, regardez, les Portugais l'ont fait. Est-ce que les gens disent que la politique du Portugal est irresponsable ? Non. Parce qu'eux, ils ont compris que tout ça ne peut pas se faire. Comment vous voulez faire quand un jeune commande du GBL, du GHB, commande sur son téléphone, vous allez mettre un policier derrière tous les jeunes ou derrière toutes les personnes qui consomment ? C'est impossible. À un moment, il faut faire une grande politique de prévention, une grande politique d'information. Parce que toutes ces personnes qui prennent ces produits, en plus, ne savent pas les mésusages. C'est comme ça qu'ils peuvent en mourir. Christophe, mon mari, est mort en prenant ce produit et de l'alcool. Les deux sont absolument incompatibles. Plein de gens ne le savent pas parce qu'il n'y a aucune information, si ce n'est celle d'informations si ce n'est celle d'associations comme Aide, comme Médecins du Monde, comme les NIPS, qui font ce qu'elles peuvent, mais c'est pas l'État. Et je dis à l'État, il doit être responsable. Alors c'est vrai qu'en ce moment on ne parle que de la Covid et c'est normal, mais il se passe quelque chose de très très grave en France, dans une espèce de grande indifférence. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Jean-Luc Romero, adjoint apparenté socialiste à la mairie de Paris.